Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc la première vidéo sur cette chaîne, enfin la première vidéo de la série les bases du trading on va dire. Cette vidéo sera consacrée à l'analyse fondamentale, donc on va vraiment aborder ce thème-là que j'utilise quand je trade. Alors pour commencer, c'est quoi l'analyse fondamentale? L'analyse fondamentale en fait c'est comprendre les raisons économiques derrière l'offre et la demande d'une monnaie, donc pourquoi une monnaie est très demandée, pourquoi une monnaie n'est pas demandée, etc. Donc, dans l'analyse fondamentale, il y a deux notions à retenir principalement. Il y a la macroéconomie, donc les politiques monétaires des banques centrales, les données économiques des pays, etc. Et le sentiment du risque aussi. Le sentiment du risque, c'est le sentiment des investisseurs, s'ils ont envie de prendre du risque ou de pas investir sur les marchés financiers. Enfin, quand ils veulent prendre du risque, c'est qu'ils achètent plutôt des actions, qu'ils investissent sur les marchés financiers. Et quand ils ne veulent pas prendre du risque, c'est plutôt ils sont en train de vendre les actions, ils ne veulent pas investir sur le marché action. Voilà. En macroéconomie, il faut savoir qu'on a une théorie qui dit que les dépenses des uns sont les revenus des autres. Donc, partant de ce principe, en fait, si la situation économique est stable, les taux d'intérêt sont bas, ce qui permet aux entreprises, par exemple, d'emprunter pour investir dans du capital ou du personnel, ce qui, à son tour, permet aux gens d'avoir des salaires et de faire des prêts à la banque pour une maison ou une voiture, peu importe. Et donc, le taux de chômage est bas, la population consomme et le PIB augmente. Mais tout ça engendre l'inflation. Et pourquoi ça engendre l'inflation? Tout simplement, en fait, plus les produits sont demandés, plus les prix augmentent, etc. Enfin, c'est vraiment simplifié, mais globalement, c'est ça. Sauf qu'on ne peut pas laisser l'inflation monter à l'infini, car sinon, ça deviendra insupportable pour tout le monde à la fin. D'autant plus que les salaires n'augmentent pas aussi vite que l'inflation. Alors c'est là que rentre en jeu la Banque centrale, car elle est mandatée pour la stabilité des prix, donc maîtriser l'inflation. Et elle a un objectif d'inflation entre 0 et 2%. Donc enfin, ça c'est une convention, c'est comme ça. C'est les banques centrales, ils ont un objectif, enfin, c'est la majorité des banques centrales en tout cas, ils ont un objectif d'inflation entre 0 et 2%. Et un des outils qu'elle a en sa possession, c'est les taux d'intérêt, car en fait, les banques commerciales empruntent auprès des banques centrales. Donc, si les banques centrales augmentent les taux, les banques commerciales empruntent plus cher et prêtent plus cher aux particuliers et aux entreprises aussi. Tout ce mécanisme contribue en fait à ralentir l'économie et la pression inflationniste. Vous allez me dire comment? En fait, avec la hausse des taux, les mensualités des prêts augmentent, que ce soit pour les entreprises ou les foyers. Pour continuer de rembourser les prêts, les entreprises et les foyers font des économies. Pour les particuliers, c'est assez facile. Ils réduisent les dépenses, ils vont moins en vacances, ils vont pas au resto, ils n'achètent pas de voiture ou quoi que ce soit, etc. Mais pour les entreprises, étant donné que le plus gros poste de dépenses est le personnel, donc les salaires, elles vont réduire le personnel pour continuer de payer leurs mensualités. Donc on a le chômage qui augmente car beaucoup d'entreprises virent les gens. Certains font des économies pour payer leurs mensualités, donc ils ne consomment plus et les entreprises et les foyers font moins de prêts car les taux d'intérêt sont hauts. Du coup, si on revient sur notre théorie de départ, donc ça fait un peu une boucle, au départ, je vous disais que les dépenses des uns sont les revenus des autres. Donc si on observe que les dépenses baissent globalement, donc les revenus aussi baissent globalement, ce qui ralentit l'économie, ce qui provoque une baisse de l'inflation et du PIB. Alors, je vais juste faire une petite explication pourquoi les taux d'intérêt sont aussi importants. Parce qu'en fait, les taux d'intérêt déterminent un peu le taux de rémunération de l'épargne. Par exemple, on va dire si la BCE augmente ses taux à 4,5%, en fait, on pourra voir que par exemple, le livret A en France récemment, il a augmenté, il est passé à 3% alors qu'il était à 0,5 l'année dernière, je pense. Et en fait, vu que la Banque centrale a augmenté ses taux, le taux de rémunération augmente, mais vu qu'aux États-Unis, la Fed a augmenté ses taux à 5,50%, ce qui fait qu'en fait, le taux d'épargne le rendement sur l'épargne est beaucoup plus intéressant aux États-Unis. Donc, en fait, les investisseurs ou quelqu'un qui a de l'argent va plus vouloir mettre son argent aux États-Unis parce que le taux de rémunération sur l'épargne est plus intéressant que les taux en Europe avec la BCE de 4,5% vu qu'ils sont plus basses. Voilà, c'est juste pour ça. Alors pourquoi je vous explique tout ça? Déjà pour comprendre la machine économique derrière tout ça, et aussi parce que le marché réagit en fonction ou en anticipation de ces données économiques. Donc on va un peu regarder quelles données économiques justement le marché va regarder pour se dire la banque centrale va augmenter peut-être ses taux d'intérêt, va pas les augmenter, va les mettre en pause, etc. Donc la première donnée, c'est l'inflation. Donc l'inflation, elle mesure l'évolution des prix des biens et des services en général. Le deuxième donnée qui sera observée, c'est le taux de chômage. Le taux de chômage, je pense que tout le monde voit à peu près qu'est-ce que c'est. Et le troisième indicateur sera les ventes au détail qui mesurent les dépenses des consommateurs. Le PIB, il mesure la croissance d'un pays ou d'une zone économique comme la zone euro par exemple.
et les décisions des taux d'intérêt de la Banque centrale, donc la politique monétaire de la Banque centrale et qui peut participer à l'attrait de la monnaie ou pas. En fait, il faut savoir que toutes ces données-là, il y en a certains qui sont publiés mensuellement et d'autres trimestriellement. Donc pour l'inflation, c'est mensuel. Le taux de chômage aussi, c'est mensuel. Les ventes au détail, c'est mensuel. Le PIB, c'est tous les trimestres. Donc, pour les décisions de taux d'intérêt des banques centrales, ça peut énormément varier, mais la majorité publie à peu près tous les 6 semaines leur politique, leur taux d'intérêt. Donc voilà, en fonction de ces données, en fait, on peut savoir comment la Banque centrale va se positionner à peu près. Enfin, on n'est pas des devins, mais juste on va savoir à peu près où en est l'économie. Est-ce qu'on peut s'attendre à une Banque centrale qui va baisser les taux, qui va augmenter les taux, qui va les mettre en pause, etc. Donc juste pour vous donner un exemple, si on prend le cas d'une inflation haute, en fait, le marché attend la Banque centrale être hawkish. Donc hawkish, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt hausser le taux d'intérêt pour essayer de ralentir l'économie. Donc si elle veut ralentir l'économie, elle souhaite voir un taux de chômage en baisse, un PIB qui est en baisse aussi, et aussi les ventes les ventes au détail qui sont en train de baisser également. Mais justement, c'est dans le cas où une banque centrale essaie de ralentir l'économie, c'est-à-dire elle est en train de hausser les taux, mais il continue de voir que les ventes au détail sont toujours en augmentation, que le PIB continue à progresser et que le taux de chômage n'est pas haut. En fait, justement, c'est là qu'elle va avoir tendance à encore plus hausser les taux d'intérêt pour au moins essayer de ralentir l'économie, etc. Et dans le cas inverse, si l'inflation est en baisse, le taux de chômage a augmenté, les ventes au détail ont baissé et le PIB a fortement ralenti, justement la Banque centrale aura tendance à baisser ses taux d'intérêt et ainsi de suite. En fait, c'est en regardant toutes ces données-là que en fait, le marché va plutôt se positionner. Est-ce que la Banque centrale va plutôt réduire les taux d'intérêt, va plutôt les augmenter, etc. Du coup, je vais un peu vous montrer les sites où je consulte les calendriers économiques, où je vais aller lire des news pour connaître le sentiment du marché, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le marché attend, quel est le point de vue du marché globalement, etc. Donc, pour commencer, le premier site, c'est Forex Factory. Donc, en fait, sur ce site-là, moi, je vais consulter mon calendrier. Donc, en fait, le calendrier, c'est vraiment là où on a toutes les données qui vont sortir, on sait à quel jour ils vont sortir, quelle date, quelle heure, etc. Donc en fait, par exemple, si on regarde ici, on peut voir le CPI. Enfin, il est en anglais là pour le coup, mais vous pouvez le traduire comme vous voulez. Le CPI, c'est le Consumer Price Index, donc c'est l'inflation en fait en anglais. Du coup, là, on voit que pour l'Australie, l'inflation est sortie hier dans la nuit à 1h30 et qu'elle a chuté par rapport au trimestre précédent parce que ça c'est quarter on quarter, donc d'un trimestre à l'autre, alors que là c'est year on year, donc d'une année à l'autre. Donc là on peut voir que l'inflation a chuté, etc. Et par exemple, je ne sais pas si vous analysez le dollar, etc., vous allez sur le calendrier économique, vous voyez que l'inflation a baissé, que le PIB a ralenti et que le taux de chômage aussi a augmenté, etc. Donc là on peut se dire peut-être que la Fed aura tendance à vouloir baisser ses taux, etc. Vraiment en fait le calendrier économique il sert à ça. Du coup le deuxième site c'est Forex Live. Ce qui est bien avec ces sites-là, en fait, c'est qu'il te fait des récaps des sessions de trading, la session asiatique, la session européenne, la session américaine, etc. Par exemple, là, Forex Live Asia Pacific FX News Wrap. En gros, quand tu cliques dessus, là, il va juste te mettre une liste des principaux événements qui se sont passés pendant la session asiatique, etc. Et puis en bas, il va te faire un petit résumé. Donc voilà, ça te permet vraiment d'être au courant au fur et à mesure des sessions, au fur et à mesure, enfin, je sais pas, tu te lèves le matin, tu veux savoir ce qui s'est passé la nuit ou la veille, tu lis juste ça te fait un petit récap rapide. Comme ça, tu sais un peu qu'est-ce qui se passe actuellement et comment est le marché, on va dire. Du coup, le troisième site, c'est Saxo Bank. Donc en fait, sur ce site-là, c'est à peu près pareil que Forex Live. Juste en fait, j'aime bien prendre des avis de plusieurs sources, on va dire, pour un peu voir ce qui se dit, ce qui se passe, etc. Donc, c'est intéressant de prendre deux avis différents parce que si tu restes que sur un site, tu peux avoir une vision biaisée du marché, etc. Donc, sur ce site-là, c'est à peu près pareil. Par exemple, ici, on a Global Market Quick Take pour la session européenne, par exemple. Du coup, voilà, sur ce site, c'est à peu près pareil que Forex Live. Donc, il te fait un résumé de la... Là, c'est de la session asiatique, du coup, qui vient de passer juste avant la session européenne, on va dire. En gros, il essaie de le faire un peu avant l'ouverture de la session en question. Donc là, elle a été publiée à 8h35, donc un peu avant la session européenne, on va dire. Du coup, en fait, là, c'est beaucoup plus détaillé que Forex Live parce qu'on a un détail sur les equities, donc les actions américaines. Et on a aussi le détail sur le Forex, les commodities, donc tout ce qui est matières premières. Fixed income, c'est les obligations.
Après, il te résume un peu sur les événements macro qui se sont passés, etc. Donc voilà, en fait, ça te permet vraiment de prendre le sentiment du marché, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le marché est en train de voir, de penser, quoi que ce soit. Donc voilà, c'est vraiment histoire d'avoir une vue globale et d'avoir un peu le ressenti du marché et pouvoir trouver ses directions fondamentales, on va dire. Et le dernier site que je voulais te montrer, c'était le CMI FedWatch Tool. En gros, sur ce site-là, on peut trouver les attentes du marché pour les prochaines réunions de la Fed. Voilà. Donc ici, en fait, on aura vraiment un tableau sur les probabilités de... Par exemple, ease, c'est la baisse, enfin, c'est une baisse de taux, excusez-moi. No change, c'est ils maintiennent les taux. Et hike, c'est ils haussent les taux, en gros. Du coup, en fait, sur ce tableau-là, on aura vraiment une vue globale sur toutes les prochaines réunions de la Fed à venir. Et justement, cette donnée, elle est actualisée, en fait, par exemple, quand on a des sorties de data, l'inflation qui sort, le taux de chômage qui sort, etc. Le tableau s'actualise par rapport aux attentes du marché actuel. Du coup, en fait, lire les articles et les news, ça me permet juste d'avoir une vue globale sur ce qui se passe au niveau macroéconomique, géopolitique, etc. autour du monde. Aussi, apprendre à interpréter les données parce que moi, en fait, c'est comme ça que j'ai su maîtriser ça, on va dire. C'est à force de lire, quand on comprend pas un truc, on va aller chercher, on va chercher qu'est-ce que ça veut dire, comment l'interpréter, etc. et tout. Donc, en fait, vraiment, à force de lire les articles tous les jours, etc., on apprend à interpréter les données, à les comprendre et aussi trouver ses directions de trade parce que justement, vu que je suis un trader fondamental, lire les articles, regarder les données et savoir les interpréter me permet de trouver des directions fondamentales. Et puis après, je pourrais, en fonction de ma direction fondamentale, décider de quelle devise je vais acheter ou pas. Et aussi, ça te permet de connaître le sentiment du risque, qui est la dernière notion qu'on va aborder. Donc en fait, le sentiment du risque, c'est est-ce que les investisseurs ont envie de prendre du risque ou pas en ce moment. Donc en fait, ça, comment on peut le savoir, c'est par exemple quand un investisseur achète des actions, c'est qu'il veut prendre du risque, il met du risque sur la table, il met son argent à risque, etc. Et quand il n'a pas envie de prendre du risque, donc quand il est risk-off, on va dire, il a tendance à vendre les actions ou retirer son argent des actions et de le garder en cash. Et justement, le meilleur indicateur du sentiment du risque, c'est le S&P 500 parce que c'est les 500 plus grosses actions américaines. Donc quand le S&P 500 est à la hausse, on dirait qu'on est plutôt en risk on. Et quand le S&P 500 est à la baisse, on dirait plutôt qu'on est en risk off. Donc le risk on, en fait, il est corrélé aux commodity currencies, donc les devises qui sont liées à des matières premières, donc le dollar australien, le dollar néo-zélandais et le dollar canadien. Et quand on est en sentiment de risk-off, on va plutôt chercher les safe haven assets, donc les valeurs refuges qui seront plutôt le yen japonais JPY, le dollar américain et le franc suisse. Du coup, voilà, donc quand on lit les news, les articles, etc., des fois, on peut voir que, ouais, enfin, ils disent qu'on est en sentiment de risque off, etc. et tout, juste histoire de savoir qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi ces notions-là. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide sur un peu c'était quoi la fondamentale et moi, comment je l'utilise, etc. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez quelque chose à ajouter à cette vidéo, n'hésitez pas aussi à commenter. Et puis, la prochaine vidéo sera sur l'analyse technique, donc comment j'utilise les graphiques, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à suivre cette chaîne, suivre mon aventure. Et puis je vous dis à la prochaine.